Hello Sokona. Hello. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ici à Dubaï, ça va toujours, j'ai envie de dire. Oui, toi, tu es très heureuse à Dubaï. Ouais. Et tu es tout en beauté. J'aimerais qu'on souligne quand même ça. Merci. Quand même. Tout en élé. Voilà, c'est ça. Merci. Bon, Sokona, qui es-tu, s'il te plaît? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ok, donc présentation type carte d'identité. Sokona, ouais. 32 ans. 34 ans, mais je suis folle. Ah, la fille se fait gagner 2 années, quoi. Je viens d'avoir 34 ans depuis février. Ok. Je suis maman de 2 enfants et puis chef d'entreprise depuis 7 ans. Ouais, 7 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. Démarré en 2016, fin 2016. Alors, moi, ça me plaît beaucoup et je suis très contente de savoir que ça fait 7 ans parce que je reçois beaucoup, tu sais, maintenant d'entrepreneuses qui ont commencé depuis peu de temps. Et pour qui c'est allé assez vite, etc. Et je trouve ça super intéressant, du coup, d'avoir un feedback, un retour d'une entrepreneuse qui a vraiment une expérience, une vue un petit peu plus longue. Voilà, t'as vécu plusieurs choses. Voilà, donc c'est pas plus intéressant, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est intéressant d'avoir aussi cet aspect-là. Avant qu'on parle de ton parcours entrepreneurial, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours en tant que jeune fille? Quelle jeune fille étais-tu? C'était quoi tes aspirations? Est-ce que tu as fait des études? Où est-ce que tu vivais? Qu'on comprenne un petit peu plus d'où tu viens, ce que tu as fait. Alors, moi, je suis née en 90, puisque 34 ans. Ouais. Voilà. Et j'ai vécu en région parisienne uniquement. J'ai grandi en région parisienne. Du coup, au niveau de l'école, j'étais dans la moyenne. On va dire que j'étais pas une excellente élève. Ouais. Et j'étais pas non plus, c'était pas catastrophique. Voilà. J'ai toujours été dans la moyenne 10, 11, 12. J'étais une grande bavarde. Tout le temps. Bavardage. Donc, une grosse pipelette. Après, sinon, au niveau de l'école, voilà, enfance normale, entre guillemets. Mon papa était ouvrier, donc je l'ai vu toute ma vie faire les 3-8. Vraiment, c'est mon héros. Vraiment, pour le coup. Et ma maman faisait des ménages, et puis, de temps en temps, maman au foyer, etc. Voilà, j'ai vécu dans une famille avec beaucoup d'amour, une famille nombreuse. On a vécu en campagne, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on était en région parisienne, mais du côté très campagne. Pour que ça te parle un peu plus, si tu veux, il y avait 2 familles noires dans le village, entre guillemets. D'accord. Voilà, il n'y avait pas de collège, donc on devait prendre le train pour aller au collège, etc. Mais franchement, une enfance incroyable. Tu étais vraiment, où alors sans regret. région? Dans le Val-d'Oise, proche de Cergy-Pontoise. D'accord. J'étais à Boissy-l'Aillerie. Voilà. D'accord, ok. Petit village tranquille. Tes parents sont toujours là-bas? Non, maintenant ils sont sur Cergy, donc en ville. D'accord. Voilà. Et voilà, j'ai fait mon enfance là-bas. Après, au collège, là, j'ai déménagé à Osny, donc un peu plus dans la ville. D'accord. Après, lycée. Et c'est vrai que depuis petite, en fait, j'ai toujours voulu aider les gens. D'accord. Mais je ne savais pas trop quoi faire. Et au départ, je m'étais dit, je vais être infirmière. Voilà, ça ne demande pas beaucoup d'années d'études, etc. Et puis au moins, je vais être dans l'aide à la personne. Sauf que je me suis rendu compte à partir de la seconde que la bio, c'était pas pour moi. J'étais mais vraiment trop nulle. Non, mais je comprenais rien. J'avais trop du mal. Même la prof, elle parlait avec ses cellules, ses machins. Je disais, mais c'est où? En fait, je comprenais pas. J'arrivais pas à comprendre. Et bref, je me suis dit, non, mais c'est mort. Je vais pas pouvoir être infirmière si je suis nulle en bio. Et du coup, c'est vrai que la formation que j'avais faite, c'était sciences médico et sociales, qui est maintenant ST2S, si je me trompe pas. Et du coup, il y avait le volet aussi social. Et je me suis dit, peut-être la manière d'aider les personnes, ça va être comme ça, puisque j'étais très forte en philo, j'aimais beaucoup les sciences sociales, etc. Et je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, j'ai fait une formation, un BTS économie sociale et familiale. D'accord. Et ensuite, un diplôme d'État de conseiller en économie sociale et familiale. Suite à cela, j'ai travaillé auprès de publics variés, donc des femmes victimes de violences conjugales, des personnes sans domicile fixe, des personnes en procédure d'expulsion, etc. Vraiment un large panel de publics, également des personnes en situation de handicap. Et le dernier poste que j'ai occupé, c'était un poste d'assistante sociale à l'hôpital à Argenteuil. Je ne sais pas si tu connais. De nom. Voilà, donc c'est des quartiers assez sensibles dans le 95, donc avec beaucoup de difficultés, de précarité, etc. Et c'est vrai que au départ, comment je me suis lancée dans le social, c'était vraiment la mère Teresa, je vais aider les gens, c'est trop bien, etc. Et après, j'ai été confrontée à la réalité du métier et au manque de budget, au manque de moyens et du fait que finalement tout est politique. En fonction de la politique, les choses vont changer, etc. Et c'était vraiment très, très compliqué. On avait très peu de moyens pour accompagner les gens et finalement, on se prenait leur misère en pleine face. Et on avait peu d'outils, peu de moyens puisque chaque année, les budgets baissaient. Voilà. Tu te sentais presque parfois peut-être impuissante, peut-être beaucoup de pression, justement. Ouais, exactement. Beaucoup de pression et très impuissante, en fait, par rapport à
toutes ces difficultés, toute cette misère, où finalement on a très peu de solutions, puisqu'il n'y a plus de budget, on accompagne de plus en plus de personnes, donc ça devient de plus en plus compliqué, etc. Vraiment, j'en pouvais plus, clairement. Et également, j'avais aussi cette flamme où je me voyais vraiment entreprendre, et j'avais cette soif de liberté, donc j'avais envie, en fait, finalement, de travailler pour moi. Je savais pas quand, je savais pas comment, etc. Mais j'avais vraiment cette flamme en moi. Et en fait, le problème qui s'est posé, c'est qu'à un moment, je me suis dit, oui, c'est bon, je veux entreprendre, je veux travailler pour moi, je veux lancer mon truc. Sauf que j'ai pas de talent particulier, c'est-à-dire que je suis pas une super cuisinière, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, par exemple. Donc, du coup, pour moi, c'était compliqué de me dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai pas de talent, etc. Et c'est resté dans un coin de ma tête. Et un jour, je pars en vacances avec ma sœur et ma belle-sœur. Et c'est vrai que moi, j'étais une grande utilisatrice de la cup menstruelle quand j'avais mes règles, etc. À chaque fois que j'en parlais autour de moi, les gens connaissaient pas trop. Mais oui. Donc, j'ai essayé vraiment de convertir les gens. Tout le monde disait, mais comment tu fais? Mais ça déborde pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Toutes les questions, etc. Ouais. Et du coup, ma belle-sœur avait ses règles, elle était dégoûtée, elle pouvait pas se baigner, etc. Et moi, j'avais ma cup, je dis, mais tu connais pas la cup? Et là, je rentre dans une présentation, mais vraiment folle. Incroyable. Du produit. Et les deux se regardent. Elles se disent, mais Soko, arrête le social et va vendre des cups. Et elles explosent de rire. Tout le monde rigole. Et après, je me dis, mais en fait, c'est ça. Bah, c'est bon. Après, je ne sais combien d'années, j'ai enfin trouvé ce que je veux faire. Je vais lancer ma cup Made in France. Et voilà, c'est venu comme ça, de vraiment rien, entre guillemets. Et let's go. Donc, dès que je suis rentrée de vacances, je me suis mis en route pour justement trouver un fournisseur, trouver un fabricant, réfléchir à la cup que je voulais, etc. Et je me suis lancée comme ça, en fait. Et là, on est en quelle année? 2016. 2016. Fin 2016, okay. Ouais. Ouais, c'était vraiment... Enfin, non, 2016, en fait, c'est pas vrai. Je n'avais jamais entendu parler, je pense, de la cup. C'était très, très peu connu. Hein. Ouais. C'est une collègue qui m'en avait parlé. Et pareil, elle était folle de la cup. Et tout le monde voulait tester, mais tout le monde avait peur. Oui. Et moi, j'ai été le cobaye. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est ça, en fait. Et franchement, non, c'était une révolution pour moi. Et c'était un produit auquel je croyais totalement. Et c'est pour ça que quand elles m'ont dit, mais arrête le social, va vendre des cups, je me suis dit, mais c'est ça. En fait, ça faisait des mois et des mois, même des années, que je voulais bosser pour moi, mais j'avais pas d'idée. Je me disais, non, ça, je me vois pas dedans, etc. Et là, c'était comme si la lumière, elle s'était allumée, quoi. C'est bon, c'est ça que je vais faire. T'as eu, alors franchement, c'est trop bien que tu aies eu ce déclic, mais je trouve que tu as eu aussi cette audace de te dire, parce que quand même, tu viens d'un milieu qui est totalement différent, tu as eu l'audace de te dire, en fait, voilà, j'ai eu mon déclic et maintenant, je vais mettre les actions en place, les étapes en place pour justement arriver à faire décoller ce business, ne serait-ce que le lancer, en fait. Ouais. Je trouve ça fou. Vrai. Est-ce qu'il y a eu est-ce que comment dire, t'as toujours été peut-être eu ce mindset-là de te dire, je suis capable, j'ai les capacités de faire ce que je veux en fait dans la vie? Ouais, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui a assez confiance en moi. Et c'est vrai que j'ai zappé un peu, j'ai squeezé la partie enfance, mais par exemple à l'école, c'est vrai que j'étais souvent la commandante. Donc j'étais la chef, c'est moi qui décidais à qui on parle, à qui on parle pas, etc. Donc j'ai toujours eu ce côté un peu très entreprenant. Et après c'est vrai que j'ai eu une petite expérience dans le marketing de réseau. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte, en fait, des capacités que, oui, en effet, j'étais capable de faire plus que ce que je voulais, etc. Et que, voilà, je pouvais vraiment faire plus. Voilà. Ouais, donc c'est super. Donc finalement, t'as pas eu ce blocage de ah ouais, j'ai cette idée, mais est-ce que je vais y arriver et comment je vais faire? Non, pas du tout. En fait, j'étais tellement sûre de moi parce que ce produit, il avait tellement changé ma vie. Je vivais mes règles complètement différemment, etc. Et à chaque fois que j'en parlais autour de moi, en fait, j'arrivais à vendre le produit alors que c'était pas le mien, quoi. Donc je faisais de la pub gratuitement pour plein de fournisseurs, plein de fabricants. Et du coup, en fait, je pense que c'est que je croyais tellement au produit que je savais ce qu'il pouvait apporter aux femmes qu'en fait, je suis allée. J'étais persuadée que j'avais de l'or entre les mains et je croyais vraiment au produit. Donc, j'avais pas de doute, en fait. Et quelles ont été les étapes de développement de ce projet ? Alors, moi, comme je t'ai dit, j'étais dans le social, donc tout ce qui est marketing, communication, etc., je n'y connaissais rien du tout. Et j'ai appris comme ça sur le tard, quoi. Vraiment, je regardais bête et méchante sur Google comment lancer son entreprise. Après, je regardais un peu les statuts, quel statut je dois choisir, etc. Et puis après, en fait, j'avais compris que de toute façon, il me fallait le produit. Donc, à la base, ce que j'avais pensé faire, je pense qu'aussi, je voulais pas prendre trop de risques, au final, quand j'y pense. Voilà. Je m'étais dit, je vais être revendeur, en fait, d'une marque de cup menstruelle, etc. Et il y avait deux marques, parce que moi, c'est vrai qu'aussi, j'ai galéré à trouver la bonne cup, mais je trouvais le concept était tellement bien
que franchement, j'en ai acheté plein avant d'avoir une cup qui me correspondait à peu près. Et du coup, j'ai contacté quelques marques et j'ai envoyé un mail, mais franchement, toute euphorique, etc. Ils disaient, mais c'est quoi cette folle? Déjà, personne m'a répondu et je les comprends maintenant avec le recul. Et du coup, je disais, je vais être distributrice de votre marque, etc. machin. Personne m'a répondu et au bout d'une semaine, j'ai dit, en fait, fuck, je vais faire la mienne, en fait, vraiment. Voilà. Et je vais pas juste être revendeuse. Et c'est là que je me suis dit, je vais faire ma cup Made in France. Parce qu'au début, je m'étais dit ça, je vais faire ma cup Made in France. Quand je suis rentrée de vacances, je me suis dit, peut-être que ça va être plus simple d'être revendeur. En plus, il y a des produits que j'aime bien, etc. Donc, je suis allée un peu vers la facilité. Personne m'a répondu. Du coup, je suis retournée dans la difficulté et allée chercher un fournisseur, un fabricant pour faire ma cup menstruelle. Mais je savais pas du tout comment ça se passait. Dingue. Et voilà. Et puis en cherchant sur Internet, sur Google, etc., en fouillant dans les forums, un peu ce qui se passe aux États-Unis, etc., j'ai réussi à trouver des fabricants en France. Voilà. Et du coup, après, j'en ai rencontré 2. Je me suis déplacée. C'était à Avignon. Avignon. Et puis voilà. Et puis j'ai expliqué mon projet, etc. Et puis voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait. T'as fait ton petit benchmark, j'imagine. Ouais, en fait, ce que j'ai fait avant de lancer ma cup, en fait, je savais même pas comment ça se passait. Donc après, quand j'ai rencontré les fabricants, ils m'ont dit qu'en fait, ce qu'on fait au départ, c'est un moule. Donc vous définissez un peu la cup que vous souhaitez, etc. Et après, une fois que le moule est fait, on lance la production en série. Voilà. Et du coup, pour le moule, il me fallait, je sais plus si c'est 8 000 ou 10 000 euros, parce que chaque fois, j'oublie avec les hors-taxes. Quand même. Quand même. Pour te lancer. Travailleur social, je gagnais 1 500 Absolument. euros net. Complètement. Vraiment peu d'économies. Et du coup, j'ai mon mari et ma sœur, celle qui était en vacances avec moi, qui m'ont prêté l'argent. Et ma sœur, vraiment, m'a dit, mais t'es tellement, en fait, enthousiaste par rapport à ce projet, etc., que, allez, let's go. C'est ce qu'on appelle le love money. Quand l'entourage prête de l'argent je sais même pas. Pour démarrer un projet. Voilà, j'ai fait du love money. Voilà. Et c'est super que tu le dises. Et je trouve ça trop chouette parce que du coup, ça peut être effectivement une solution pour les nanas qui ont besoin d'un petit investissement de départ. Bien sûr, ouais. Et moi, j'ai pas eu honte. Après, c'est ma sœur. De toute façon, j'ai grandi avec elle. Et puis, mon mari aussi qui m'a soutenue dès le début, qui m'a aidé d'ailleurs à trouver les fabricants, etc. Depuis le début, il est dans l'aventure avec moi. Et voilà. Et je pense que ça joue énormément parce que c'est vrai que quand mes sœurs, elles m'ont dit... allez, lance ta cup, etc. Je l'ai appelé. J'ai dit, c'est bon, j'ai enfin trouvé ce que je veux faire. Parce qu'à chaque fois, lui m'entendait, moi, je veux être une girl boss, moi, je veux lancer mon business. Mais bon, pas d'idée. Donc, il devait entendre ça tout le temps. Et là, en fait, c'est vrai que quand je l'ai appelé, il a été hyper enthousiaste. Et je pense que s'il m'avait dit, ah ouais, franchement, bof, ou etc., peut-être que l'euphorie, elle serait retombée et je me serais dit peut-être, bon, allez, des fois, il y a des idées comme ça qui nous traversent l'esprit et après, je serais passée à autre chose. Et là, du coup, le fait qu'il ait été enthousiaste, que dès le début, il m'a soutenu, et je pense que ça m'a aussi aidé à me dire, allez, go. Mais complètement. Et c'est bien ce que tu viens de dire aussi, c'est important je pense, d'appuyer dessus. Souvent, on a des idées, comme tu dis, et on a l'impression que ce sont des folies. Tu sais, moi, il y a beaucoup de femmes qui me disent, voilà, j'ai eu cette idée-là, mais non, enfin, tu vois, c'est trop risqué, c'est fou. Mais non, en fait, si vous avez des idées, en fait, c'est peut-être cette idée-là qui va faire que ça va changer ta vie, Exactement. en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Ça a littéralement bousculé, chamboulé ma vie, quoi. Et voilà. Et donc là, du coup, tu as trouvé les fournisseurs. Tu fais ce moule, tu empruntes donc de l'argent à ta sœur et à ton frère. Tu fais créer les cups. Ça a été quoi les étapes qui ont suivi ? Du coup, quand je suis allée voir le fabricant, donc moi j'avais rencontré le fondateur de la boîte, donc une success story incroyable, ce monsieur. Donc c'est une entreprise familiale, etc. Donc ses enfants ont repris là, et du coup c'est lui qui me faisait un peu la visite des locaux, etc. Et après j'avais déjeuné avec lui. Du coup ça faisait un petit peu mon premier déjeuner d'affaires, quoi, genre en mode business girl, femme d'affaires. Franchement j'étais trop contente. Et j'ai expliqué moi la cup, franchement c'est un produit que je kiffe, j'y crois. Je suis sûre que ça va fonctionner, etc. Et en fait, quand ils m'ont parlé du moule à plus de 8 000, 10 000 euros, là, c'était la douche froide. En fait, je m'attendais pas à ça. Moi, je me suis dit, la cup, allez, peut-être que je vais l'acheter 10 euros, allez, je vais en commander 500, etc. Bien sûr. Et là, la douche froide, je me dis, mais merde, comment j'avais pas prévu ça. Ouais, j'avais pas du tout prévu ça. J'ai pas d'argent de côté, j'ai rien, mais comment je vais faire? Et c'est vrai qu'après, je lui ai dit, de toute façon, je sais pas comment je vais faire, mais je vais avoir l'argent. Peut-être que ça va prendre plus de temps que prévu parce que je m'attendais pas à ça et tout, mais je vais le faire, je crois trop en ce produit, etc. Et du coup, après, quand il m'a redéposé pour que je reprenne mon TGV, il m'a dit, en fait, mademoiselle, vous me faites penser à moi il y a quelques années, quand je me suis lancée, en fait, je sens un truc en vous. Et du coup, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait.
Du coup, je vais vous offrir vos premières 600 cups. Donc, en fait, une fois que vous avez payé le moule, je vais pas vous demander de payer les cups en série. Voilà la première prod de 600. Alors, là, soit c'est un très bon commercial, soit c'est dingue. Ouais. Et je pense que c'est dingue parce que tu sais, dans l'entrepreneuriat, des fois, tu as des rencontres comme ça. Bien sûr. Et lui, vraiment, la manière dont il s'est ouvert à moi, je l'ai trouvé très, très sincère. Parce qu'il me dit, mais ça me fait vraiment penser à moi. Personne croyait à ce que je voulais faire, etc. Et comme on m'a tendu la main, je vais te tendre la main. Voilà. Et du coup, ça a été quasiment mon premier mentor, ce monsieur. Et j'ai dit... mais c'est trop bien, je suis trop contente, je vais trouver l'argent et tout, et je veux pas vous décevoir. Et l'autre, lui, il me dit, mais elle est complètement tarée, celle-là. Et du coup, j'étais tellement contente par rapport à ça. Je me disais, j'ai pas le choix, en fait. Là, je dois trouver l'argent et je dois faire ce qu'il y a à faire. Et après, quand j'ai reçu les cups comme ça, j'avais cette pression où je me disais, mais il faut absolument que je lui montre qu'il a bien fait de me faire confiance et que je repasse commande. En fait, c'était mon objectif. Il fallait que j'écoule ce stock pour absolument repasser commande et dire, t'as vu? J'ai pu vendre. T'as bien fait de me faire confiance. Voilà. Et puis voilà comment ça s'est passé. Après, du coup, je me retrouve avec le stock comme ça. Pas de site, pas de rien. Pas de rien. J'avais travaillé. Voilà, on avait un ami graphiste qui m'a un petit peu aidé pour la partie identité visuelle, etc. Mais t'avais le nom de ta marque? Oui. J'avais le nom. Au départ, j'étais pas partie sur ça. Et après, avec mon mari, en faisant un brainstorming, etc., on est tombé sur SoCup. C'est même lui qui a trouvé le nom. Puis c'était hyper cohérent avec Socona, Cup, etc. Voilà. Facile, tu le retiens vite. Exactement. Et voilà. Et après, du coup, on est passé à la partie identité visuelle, etc. Et après, de toute façon, j'avais pas de budget forcément pour le site, pour tout ce qu'il y a autour, en fait. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai organisé des petites réunions à la maison et puis chez des amis, un peu façon Tupperware, pour faire mes premières ventes. Tout simplement. Nice. Donc, je disais à mes copines, ramène les personnes chez toi, je m'occupe des boissons, de la collation, etc. Et j'avais un petit PowerPoint. Vraiment, en plus, je connaissais rien du tout. Encore une fois, j'étais une carrière sociale. Donc, Canva, etc., je ne connaissais pas. Donc, j'ai dû faire un truc, mais vraiment trop moche. Et voilà. Et puis, je vendais le produit un peu comme ça, en bouche à oreille. Franchement, tu vois, encore un trait d'audace, je trouve. Ouais. De faire ça. Enfin, t'y allais au culot, quoi. Tu t'es dit, allez, j'y vais, quoi. Ouais. Pour moi, j'avais pas le choix. Il fallait que je vende mes produits. Comment je fais? J'ai pas de site, etc. Et après, petit à petit, comme ça. Après, je me suis lancée sur Facebook. À l'époque, c'était plus tendance qu'Instagram. Tout à fait. Et du coup, voilà, officiellement le 27 avril 2017. Et voilà, donc là, officiellement, voilà, j'ai dit à mes amis, voilà, j'ai lancé ma marque, etc. Voilà ma page Facebook, soutenez-moi, etc. Et j'ai commencé à communiquer dessus, sur Facebook. Et j'ai fait mes premières clientes comme ça, en message privé. Voilà, chose qui aujourd'hui, je pense, ça va être plus compliqué à faire. Mais les gens, vraiment, ils faisaient confiance, quoi. Parce que les gens, je ne connais pas. Je leur envoyais un lien PayPal, ils payaient, et après, je leur envoyais leurs produits. Dingue. J'adore, t'as trop fait d'une manière... artisanale, en fait. Oui, c'est ça, avec les moyens du bord. Ouais. Voilà. J'aime trop. C'est ça. Et à quel moment, est-ce qu'il y a un moment où tu as été dépassée par la demande et tu t'es dit, OK, il faut que je restructure quand même et que je propose quelque chose de plus solide, un site internet, automatiser le système de vente? Les choses se sont faites vraiment de manière douce, tranquille, etc. Et j'ai vu le temps de voir les choses arriver. Et après, ce que j'ai fait aussi, c'est que l'argent que je gagnais avec mes ventes, je le réinvestissais tout de suite dans le business, en fait, pour qu'il soit plus fort, etc. Donc, voilà. Et je bossais encore. C'est ce que j'allais te demander. Mon boulot. Oui. Donc, j'avais encore, entre guillemets, mon salaire qui tombait. Et à côté, je développais SoCup. Donc, du coup, j'avais pas ce stress de me dire, il faut absolument que je gagne l'argent pour nourrir ma famille, pour payer mon loyer, etc. Et mon mari aussi avait une bonne situation. Donc, ce qui fait que même si, en fait, je travaillais pas, lui, ça tenait la route. Voilà, on ne serait peut-être pas allé en vacances, mais au moins, ça tenait la route pour que les charges soient payées. Mais voilà. Et du coup, l'argent que je gagnais dans SoCup, je le réinvestissais dans la marque tout de suite pour la rendre encore plus forte et me professionnaliser. Me former aussi, ouais. Et puis voilà, quoi, être plus forte, quoi. Et donc là, c'était donc la deuxième année. On est qu'en 2017. La deuxième année. T'as commencé en 2016? Ouais, fin 2016, en fait, c'est là que j'ai commencé les investigations. Tu vois, pour trouver le fournisseur, recommencer l'identité visuelle, etc. Et j'ai lancé officiellement le 27 avril. Oui. Et oui, c'est vrai, entre-temps, je faisais des petites réunions, etc. Donc, j'ai même commencé pas, en fait. Fin 2016. Oui, c'est la première année, ça, en fait. Ouais, la première année. Complètement. C'est quand on dit la deuxième année? Mais oui, j'étais... Non, je ne sais plus. Là, c'était ça, ouais. Donc, première année. La première année. Ok, trop bien. Donc oui, finalement, doucement, mais t'as quand même pas perdu de temps, toujours dans l'action, quoi. Je pense que c'est ça qui a fait la diff, c'est que vraiment, j'étais dans l'action.
En fait, j'y allais, je croyais en mon produit et puis je me posais pas un milliard de questions, quoi. J'étais pas du tout dans le truc syndrome de l'imposteur. Est-ce que je mérite? Est-ce que je dois? Est-ce que pas? J'y allais, en fait. C'est une chance. Enfin, c'est une chance. Ouais. C'est un super trait de personnalité que tu as. C'est clair. Ouais. Et à quel moment tu quittes ton job? Bah, du coup, en fait, j'ai eu un choc, entre guillemets, un week-end. Je regarde mon site, là, j'étais sur WordPress à l'époque, et je vois qu'en fait, sur un week-end, j'ai généré plus que mon salaire sur le mois, en chiffre d'affaires, hein, pas en bénéfice. Mais c'était énorme pour moi, en fait. Je me disais, mais attends, je gagne 1 500 € par mois, je souffre, je vois des publics hyper difficiles, c'est toute une organisation avec ma fille, etc. Bref, voilà, pas le métier de rêve. T'étais déjà maman, en plus. Oui, j'étais déjà maman, voilà. Et ma fille avait 6 mois quand j'ai lancé SoCup. Moi, j'ai toujours un problème avec les dates, mais je crois que c'est ça, ouais. Elle était très petite parce que j'allatais encore. Donc, ouais. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, si je me mets à fond dedans, parce que là, je passais quelques heures comme si, par-ci, par-là. Là, je me disais, si je me mets vraiment à fond dedans, si j'ai réussi à faire ça en un week-end, en fait, c'est juste dingue. Et du coup, voilà, j'ai démissionné et puis c'est parti. Et là, je me suis mis à 100% dans SoCup. Quelle année? Toujours 2017. Hein, Quoi? Fin 2017. Ah, mais d'accord. Ouais. Donc, ça allait vite quand même. Ouais, quand même, c'est allé vite. Ouais. Ça va. Ouais. Ah ouais. Fin 2017, ouais, ça a mis à peu près 6-7 mois. Tu avais un site à ce moment-là? Ouais, après, oui. Donc, avril. Ah, franchement, moi, je suis nulle en date. Non, mais t'inquiète, qu'on ait au moins une idée. Je suis une entrepreneuse vintage, hein, comme tu l'as dit. Donc, voilà, mais j'ai vraiment du mal avec les dates. Mais je pense qu'après, oui, le site, il allait dans la foulée. Après, quand je commençais à vendre sur Facebook, après, j'ai dû faire le site, un petit site vitrine dans la foulée. Et j'étais en monoproduit, donc c'était pas très compliqué non plus. Il y avait pas des grosses collections, etc. Ouais. Et voilà. Ok. Tu as toujours SoCup? Oui, super. Ouais. Tu parles, j'ai vu que tu parlais ouvertement de ton chiffre d'affaires. Ouais. Je n'ai pas rêvé. Non. Okay. J'ai aucun problème avec ça. Superbe, voilà. J'adore. C'est vrai que chez les Français, c'est très tabou. Hein. Oui. L'argent, c'est pas bien. Elle parle pas d'argent. Attention. Mais ça peut être intéressant parce que, de montrer l'ampleur que ça a pris. Tu vois, pour pas se dire, elle vend des cups. Ouais, elle vend des cups et ça a vraiment explosé. Ouais. Est-ce que tu veux un petit peu nous parler de l'évolution de ton chiffre d'affaires sur, du départ à... Complètement. Encore une fois, moi, j'ai des problèmes avec les dates et les chiffres. Donc, c'est vrai que toute la partie compta, etc., c'est plus monsieur qui gère. Mais, c'est ton mec qui gère la compta? On travaille ensemble. Non. Oui. Ouais. Donc, lui, toute la partie chiffres, ROI, ROS, etc., c'est pour lui. Moi, je veux kiffer, développer les produits, communiquer sur les réseaux et après, le reste, je délègue. Et voilà. Et du coup, comment ça s'est passé? La première année, j'étais à peu près à... En tout cas, en salaire que je me versais entre 1000 et 2000 €. Et après, en fait, il y a eu un gros boom en 2018 avec la culotte menstruelle. Ah. C'est ça qui a vraiment... En fait, le produit de base historique, c'est la cup menstruelle. Dingue. Mais même aujourd'hui, ça représente même plus 10% de nos ventes, les cups menstruelles. Donc, c'est dingue, hein, comment le marché a évolué, comment les choses ont évolué. Et c'est vrai que moi, je regarde souvent ce qui se passe outre-Atlantique, souvent en avance sur nous, sur les produits, etc. Et du coup, là-bas, il y avait un gros boom de la culotte menstruelle. Il y avait une marque australienne qui cartonnait, une marque new-yorkaise également. Et je me suis dit, mais c'est sûr, ça va venir ici. Et du coup, encore une fois, ces histoires de fonds, etc. J'avais pas forcément d'argent pour lancer tout de suite les culottes. Donc, ce que j'avais fait, c'est qu'au départ, j'étais revendeuse d'une marque canadienne. Et voilà, j'avais fait ça pendant quelques mois. Donc, finalement, SoCup a été une des premières marques à proposer des culottes menstruelles en France en 2018. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les frais de douane, etc., en fait, il y a plein de choses que j'avais pas calculées dans le coût de vente. Je me suis rendu compte qu'en effet, ça valait le coup que je lançais ma marque parce que ça m'aurait coûté moins cher que finalement ce que je leur achetais pour revendre. D'accord. Et voilà. Et puis après, du coup, pareil, j'avais quand même ce problème de trésorerie. Et j'ai fait un système de précommande, finalement, avec l'audience que j'avais déjà. Ah oui, super. Donc, sur les réseaux, etc. J'ai dit, là, SoCup va se lancer dans les culottes menstruelles. Il y avait toute une partie aussi éducative sur ce produit-là parce que les gens connaissaient pas trop. Et voilà, donc j'ai montré le prototype, etc. Et après, c'était le système de précommande, ce qui m'a permis d'avoir le cash et puis après pouvoir lancer la prod. Ouais. Voilà. Et du coup, c'était fou parce qu'au départ, j'avais dit aux fabricants 100 pièces. Et du coup, en fait, quand j'ai fait les précommandes, ça a cartonné. Les 100 pièces, on les a atteints en peut-être 72 heures, un truc comme ça. Moi, j'ai dit, finalement, on va peut-être faire 500 pièces. Finalement, 1000. Et finalement, ça a été un lancement à plus de 2000 pièces, 2000 commandes, quoi. Donc, incroyable. Bien. Et précommande. Donc, les clients, finalement, ont avancé les sous. J'ai pu payer le fournisseur, générer du bénéfice et puis après, lancer des prods, etc. Canon. Donc, voilà.
Trop canon. Il y a toujours des solutions, hein, finalement. Non, mais j'adore. Mais c'est trop l'état d'esprit qu'on devrait tous adopter. Je pense que tu vas en faire rigoler plus d'une. Mais c'est vrai, ça. Je devrais fonctionner comme ça. Mais ouais, c'est dingue. Et du coup, SoCup, pour revenir sur cette histoire de chiffre d'affaires, parce que moi, j'ai vu tu parlais de chiffre d'affaires, tu parlais de 3 millions d'euros. Je sais pas si ça signifie sur un an, sur j'en sais rien, mais je trouvais que c'était honorable quand même. Ça c'était en 2018, c'était incroyable. Fin 2018, il y a eu le Covid aussi, après 2019, etc. Et du coup, c'est vrai que ça a explosé avec la culotte menstruelle. Finalement, la cup, comme c'était un monoproduit, c'était un produit où il n'y avait pas forcément de récurrence, voilà, au niveau des ventes, puisque c'est un produit qui est très très durable. Donc, t'en achètes une, généralement, je peux la garder des années. Tu vois, donc en fait, il fallait tout le temps renouveler la clientèle. Et au moins avec les culottes menstruelles, dès que tu lançais un nouveau modèle, des nouvelles couleurs, etc., les gens achetaient. Et voilà, et c'était aussi beaucoup plus simple à vendre. Tu t'enfiles une culotte, quoi. Que la cup, il faut être à l'aise avec son corps, etc. Et beaucoup de femmes, non, jamais. Voilà. Donc du coup, c'était beaucoup beaucoup plus simple. Et après, oui, puis c'est 2018 ou 2019, effectivement, il y a eu le fameux million qui a été dépassé en moins d'1 an. Et en fait, je sais pas pourquoi j'avais cet objectif. Je voulais faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais je sais pas pourquoi. Comme tous les entrepreneurs. Pas me demander le pourquoi du comment. Non, mais oui. Voilà. Je me dis, c'est aussi, ça a une signification particulière. C'est ça. Je veux faire le million, etc. Et après, quand finalement, on a décortiqué comment on fait 1 million, j'avais compris que c'était, en gros, si on faisait 3 000 euros de chiffre d'affaires chaque jour, on dépassait le million à la fin de l'année. Donc, du coup, en fait, comme il y avait cet objectif qui était découpé, ça semblait beaucoup plus atteignable et beaucoup plus simple. Et c'est vrai que les 3 000, comme on les avait déjà fait, on s'est dit, c'est bon, en fait. C'est possible. Et là, j'ai vraiment réalisé, c'est ça, 1 million. En fait, découpé, c'était 3 000 euros de CA par jour. Et du coup, si un jour, je faisais 2 000, je me disais, non, le lendemain, faut que je fasse 4 000 pour compenser, etc. Et j'étais à fond sur ce truc. Tous les jours, je regardais, faut que je dépasse 3 000, Et finalement, en à peine 6 mois, ça a été fait. Et je pense que c'est vraiment le fait d'avoir décortiqué le truc et d'avoir compris qu'est-ce que c'est exactement 1 million, en fait. Oui. Combien de culottes je dois vendre, combien de produits je dois vendre pour arriver à ça. Et du coup, que j'avais cet objectif. Tous les jours, c'était mon obsession. Il fallait que je dépasse cette barre des 3 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'était pas trop de pression en termes de charge mentale? Non, c'était trop un challenge. Moi, je kiffais parce que je voulais mon million. Son se marre, voilà. Non, je kiffais, c'était hyper challengeant. Et à chaque fois, j'essayais de trouver des trucs. Ça a bien marché, etc. Et après, vraiment... je pense que le chiffre d'affaires a aussi bien augmenté quand il y a eu la culotte. Et également, quand j'ai compris le levier qui était hyper puissant, qu'il est un peu moins aujourd'hui, du marketing d'influence. Et du coup, ça a permis d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Ta strat, tu faisais quoi? Tu faisais de la stratégie d'influence et des ads ou que de la stratégie d'influence? Les ads, je l'ai fait très, très tard. Au bout de, je crois, 2 ans et demi, 3 ans. En fait, pour moi, j'avais pas de budget pour les ads. À chaque fois, quand je regardais, je voyais des trucs, déjà, les agences, ils prenaient à peu près 2 000, 3 000 euros. Et moi, je pouvais pas me former dessus. J'avais toute la partie gestion, etc. C'est tellement compliqué, en fait. Je me suis dit, non, en fait, ça, il faut que je délègue. C'est sûr, j'ai pas envie d'apprendre, ça m'intéresse pas et j'ai pas les moyens de payer quelqu'un à temps plein pour du ads, quoi. Et du coup, je l'avais mis de côté et j'ai essayé tous les leviers marketing petit budget, quoi. Donc, l'influence avec les micro-influenceurs. Après, il y avait aussi tout le marketing de marque parce que j'étais beaucoup sur du personal branding au départ. D'accord. Donc, quand j'envoyais les colis, je filmais. Quand il y avait les précommandes, en fait, je partageais toute l'aventure entrepreneuriale. En avance. Ouais, et je pense que c'est ce qui a fait que les gens tout de suite ont accroché à la marque. Parce qu'en fait, SoCup, c'était Socona. Et on voyait, ça, c'est ma commande, etc. Comme on voit aujourd'hui sur TikTok. Moi, en 2018, 2017, l'entrepreneuse vintage, je le faisais. Ouais. En fait, t'es hyper avant-gardiste, quoi. Ouais. Et c'était juste, pour moi, c'était tellement naturel, tellement spontané. De toute façon, j'avais pas les moyens de payer de la pub. Donc, c'était moi, mon outil de pub, quoi. Dingue. Et du coup, je partageais, les commandes, quand j'avais des galères avec la poste, etc. Je partageais toute l'aventure entrepreneuriale. Ce qu'on appelle aujourd'hui le build-in public. Ouais. Tu le faisais naturellement. Exactement. Aujourd'hui, comment tu fonctionnes sur SoCup? Est-ce que, du coup, tu es toujours hyper actif sur ce compte ou est-ce que tu as délégué totalement l'organisation? Non, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Ouais. Donc, du coup, après ça, c'est vrai que je partageais beaucoup l'aventure entrepreneuriale et il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint l'équipe aussi. Donc, après, on a pris une community manager, il y a des personnes du customer care, etc. Et je voulais aussi laisser de la place aux autres et que SoCup, ça ne soit plus que Socona qui faisait un peu tout, quoi. Complètement. Et voilà. Et du coup, à partir du moment où on a eu la community manager, moi, ça m'a permis de prendre un petit peu de distance. Et c'est pour ça aussi que j'ai lancé mon compte L'Émancipatrice après. Justement, comme ça, je disais, pour ceux qui sont toujours intéressés par le volet entrepreneurial, etc., vous pouvez me suivre dessus. Et pour ceux qui veulent rester plus sur l'aspect, la marque, les produits, etc., c'est sur SoCup. Et du coup, là, il y a une grosse... scission. Voilà, scission entre les deux.
Et du coup, j'ai pu développer la partie plus entrepreneuriale. Et il y avait la partie SOC Up qui était gérée par les équipes. Où j'étais encore présente, je faisais encore un petit peu des lives, etc. Mais beaucoup moins. Et je voulais surtout laisser la place aussi au community manager d'être là, quoi. Et que ça soit pas absorbé par moi. Oui. Voilà. Et qu'elle exprime sa créativité pleinement. Exactement. Ok. Et aujourd'hui, tu as aligné... l'Émancipatrice, tu as lancé ça il y a combien de temps? Quand j'ai déménagé à Dubaï, voilà, je me suis dit tiens, c'est l'occasion en fait pour partager l'aventure d'expatriation plus l'aventure entrepreneuriale. Donc en fait tout s'est enchaîné. Donc fin 2019, octobre 2019, j'ai lancé. Peut-être novembre, voilà. Ta vie a changé drastiquement. Ouais, complètement. Et c'est passé tellement vite, en fait, c'est dingue. Tu vois, quand je compare au salariat où, techniquement, tu dis, tu vas bosser peut-être 40 ans, 45 ans peut-être, avec tout ce qui se passe au niveau des retraites, s'il y en a une. Et du coup, tu vois, je me projetais sur ça. Moi, j'avais le truc, le CDI, travailleur social, machin, je vais faire carrière dedans, quoi. Et finalement, en même pas 3 ans, tout a littéralement changé. Et ça a été incroyable, quoi. Mais carrément. Vraiment. Et puis, j'ai l'impression que t'es très... on dirait que t'es super... je sais pas, légère, en fait. Alors que je pense que t'as abattu beaucoup de travail, quand même. Ouais. J'ai pas cette sensation, en tout cas, c'est pas ce que je ressens avec ce que tu partages, qu'il y a eu des moments où c'était dur, où c'était de la labeur. Tu vois ce que je veux dire? Si, quand même. Ah ouais, mais on ressent pas ce côté-là. Je pense, comme je suis toujours plus sur les résultats, le positif, etc. Mais non, j'ai eu des grosses galères. Déjà, l'aspect financier que j'avais pas vraiment. J'avais pas beaucoup de compétences aussi dans tout ce qui est communication, marketing. Donc, j'ai appris un peu comme ça en regardant des tutos sur YouTube, en me formant un petit peu. Après aussi, il y a plein de formations que j'ai faites où je me suis fait avoir, entre guillemets, où en fait, finalement, et c'est le gros problème que je trouve sur l'infoprenariat, c'est que plein de gens qui te vantent plein de trucs et finalement, ils sont bons juste avant de leur formation, mais le contenu, pour que moi qui étais en activité, je trouvais nul, quoi. Je me dis, mais en fait, ça me sert à rien. J'ai rien appris. Tu payes 1 000 €, 500 €, 200. Et vraiment, c'était hard. Et aussi, j'ai eu des soucis avec des fournisseurs, etc. Non, en off, il s'est passé beaucoup de choses. Mais je pense que j'étais tellement focus sur le fait de partager cette révolution mensuelle avec la cup, les culottes, etc. que je restais focus sur mon client, sur ma marque. Et en gros, tout ce qui se passait sur le chemin, je l'enlevais pour aller à mon objectif. Tout simplement. Voilà. Et pourquoi Dubaï, alors? Dubaï, en fait, on était allé avec mon mari en 2014. Et moi, j'avais eu un coup de cœur pour cette ville. Vraiment, je me suis dit, mais waouh, c'est quoi cette énergie? Je l'avais ressenti aussi quand j'étais allée à New York. Et je me suis dit, waouh, j'ai trop kiffé. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect très cosmopolite. C'est-à-dire que tu peux marcher dans la rue, tu vois une nana voilée de la tête aux pieds, à côté une nana en mini-jupe, à côté. Et ce côté-là, j'ai vraiment grave apprécié. Après, la vibes aussi, je sais pas, je sentais une énergie à Dubaï que je ne sentais pas en région parisienne à Paris. Et également le soleil. Moi, je suis très solaire, j'aime trop le soleil. Donc toute l'année, je me dis, il va faire beau. Toute l'année, je signe. Et du coup, toutes ces raisons ont fait que c'est vrai que Dubaï était dans un coin de ma tête, mais pour moi c'était inatteignable parce que déjà j'étais salariée, je parlais pas du tout anglais, c'est toujours le cas 4 ans après. Ah, c'est pas vrai? Ah non, mais je te jure, catastrophe. Comment tu fais alors? Je prends des cours maintenant. Mais en fait j'ai pas vraiment besoin, c'est-à-dire qu'à Dubaï tout le monde parle mal anglais pour le coup, et du coup avec un truc basique, tu t'en sors avec le niveau nul que j'ai, je m'en sors. Et c'est vrai que comme les équipes, etc., tout est en français. Finalement, je suis pas vraiment en immersion. Je bosse de la maison et puis j'échange avec mes équipes en français, etc. Donc en fait, je ressens pas l'urgence et le besoin d'apprendre l'anglais. Donc là, maintenant, c'est le cas. Donc là, je commence à prendre des cours et je me dis, c'est bon, quoi, meuf, ça fait 4 ans que t'es là, à un moment donné. It's time. Ou tu peux apprendre à parler arabe. Oui, aussi, mais ça me paraît beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué. Ça paraît, parce que l'anglais, y a quand même des bonnes bases et tout dans l'arabe. Carrément. Et à quel moment t'as eu ton deuxième enfant, alors? 6 mois avant de venir ici, parce que lui, il avait 6 mois quand on a atterri ici, donc en 2010. Oh, la honte, attends. Non, mais moi, je suis perdue. Je te rassure, moi, les dates, c'est une cata aussi. 2019. Oui, avril 2019. Donc, ton enfant a 5 ans? Ouais, il va avoir 5 ans, là, en avril. Ah oui? Ouais. Mon fils aussi. Ah, oui. Combien? Le 3 avril. Ah, avant, alors, le 11 pour moi. Ok. Voilà. Mais c'est un bélier aussi. Oui, petit garçon. Je suis pas très signe astro, donc peut-être, oui, sans doute. Petit garçon? Ouais, un petit garçon, et j'avais ma fille aussi, qui est née en 2016. D'accord.
Voilà. Et toute la petite famille a bien vécu ce changement de vie à Dubaï. Ouais, franchement, les enfants se sont trop vite adaptés. C'est des éponges, de toute façon. Et pour nous, on kiffait Dubaï, en fait. Depuis 2014, moi, je l'avais dans un coin de la tête. Mais ça me semblait tellement inatteignable parce que j'avais regardé un petit peu quand même par curiosité. Les loyers, combien ça coûte. Laisse tomber, c'est mon salaire. On va rester en France. Et après, du coup, avec SoCup, comment ça s'est développé, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait juste besoin d'une connexion Internet pour bosser. Yallah, comme on dit à Dubaï. Donc, c'est parti. Non, mais grave. Non, mais c'est trop drôle. Ouais. C'est hyper. Je pense que tout le monde me dit j'ai trop hâte d'avoir ton retour sur Dubaï. Tout le monde attend un peu que je fasse mon retour d'expérience. C'est un petit peu l'intrigue, tu sais. Ça a évolué. En plus, la perception qu'on a de Dubaï. Exactement. Ce qu'on en dit au début, c'était les influenceurs. Tout le monde pensait que Dubaï, c'était le monde des influenceurs parce que personne ne connaissait, en fait. Bah oui. Après, maintenant, ce sont les entrepreneurs qui commencent à prendre. Les jeunes entrepreneurs aussi. Tu vas prendre possession entre guillemets de Dubaï. Et donc c'est intéressant, je trouve. Moi je voulais vraiment y aller pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'y passe en fait. Je veux comprendre, je veux savoir. Tout le monde me parlait de ces deux vibes, etc. Donc là ça fait trop peu de temps et je fais que courir partout, donc j'ai pas encore pu ressentir pleinement le truc, tu vois. Faut que tu reviennes alors. Du coup on n'a pas le choix. Non mais c'est ça. Moi je suis vraiment en mode plus... c'est quoi la vie ici? Parce qu'entre y être en vacances et y vivre, c'est pas du tout la même chose. Et entre aussi ce que montrent les médias, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc., c'est aussi pas pareil. Tu vois, moi, par exemple, à chaque fois, les gens me disent est-ce que t'as déjà vu Nabila? Est-ce que t'as vu Caroline Recevoir? Est-ce que si? Est-ce que ça? Je dis mais en fait, Dubaï, c'est des millions d'habitants. Les Français en représentent même pas, je pense, 10%. Et puis après, les influenceurs, tous les Français qui sont ici ne représentent même pas 1%, quoi. Donc, et on fréquente pas forcément les mêmes lieux. Donc, non, en fait, je les croise pas dans mon quotidien, quoi. C'est vrai que les gens, ils pensent que, Dubaï, moi, j'aime pas Dubaï, c'est bling bling, etc. Mais finalement, ils ont pas mis les pieds. C'est ça. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu as expérimenté? Voilà, c'est ça. Et il y a de tout à Dubaï. C'est ça qui est fou. Et, justement, j'ai l'impression aussi que Dubaï a la vision maintenant d'essayer de faire venir les familles ici et de les faire rester. Par exemple, il y a quelques années, ici, il y avait pas de poussettes. Là, t'en vois énormément. Il y a plein de choses pour les enfants, etc. Parce que je pense que la ville évolue aussi. Ils ont un gros projet par rapport à l'augmentation de la population, etc. Et du coup, ils essaient d'attirer de plus en plus les familles. Ça se voit. Ouais, ça se voit par rapport aux publicités qu'on peut voir sur la ville de Dubaï, les activités qu'ils mettent en place. Exactement. Et il y a 10 ans, c'était pas du tout comme ça. J'ai une amie qui était venue en stage... je crois vers les années 2000, 2005, elle me disait, il n'y avait pas une poussette. Et c'était vraiment des jeunes qui venaient un petit peu en tremplin. Ils avaient un contrat d'expat. Donc, ici, les salaires sont très hauts. Puisque ça a changé aussi. Ça a évolué un petit peu. Et du coup, les gens coffraient, en fait. Ils prenaient tout ce qu'ils avaient à prendre. Et après, ils partaient. Donc, ils étaient vraiment de passage. Ils venaient 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'était surtout des jeunes. Et là, maintenant, ils essaient de faire en sorte que les familles restent, entre les écoles, les activités, et puis, toutes les facilités aussi par rapport au visa, etc. Donc, Dubaï évolue. Ouais, et puis je pense qu'il y a une autre communication aussi qui est en train de se faire grâce au réseau. Tu sais, avant, c'était les médias qui communiquaient sur la ville. Et maintenant, on peut voir d'autres aspects de la ville grâce aux réseaux sociaux. Et tous les profils qu'il y a, quoi. T'as vraiment de tout, quoi. Parce que t'as des entrepreneurs, etc., mais t'as aussi beaucoup de salariés, des familles, beaucoup de familles françaises, etc., où le mari, le monsieur ou la femme a eu la possibilité d'avoir un contrat ici, que ce soit dans l'IT, que ce soit dans la finance, etc. Et il y a vraiment beaucoup de profils. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant. J'ai encore une journée, donc demain et ce soir, pour découvrir Dubaï. Ça donc je vais tout donner. C'est ça. Il y a tout, en fait, ici. D'un quartier à un autre. C'est plein de vibes différentes, plein de publics différents, etc. Et c'est très, très riche. Ouais, en tout cas, je suis très contente parce que là, je commence à découvrir Dubaï Essentiel Bleu. Moi, je suis arrivée, depuis le début, tu sais, c'est un nuage, quoi. En ce moment-là, c'est la pire année qu'on a eue là, en termes de temps. Avec les très gris, il a beaucoup plu, etc. Dingue. Mais en tout cas, je suis trop contente parce que, tu vois, je t'ai rencontré toi, j'ai rencontré de chouettes entrepreneuses. C'est super de voir toutes ces nanas qui sont déter à créer de beaux projets, ces transitions de vie. Moi, je suis fan, je vis pour ça. Je trouve ça trop intéressant. On a malheureusement plus trop de temps ensemble parce qu'on a pris un peu de retard. J'arrête pas de le dire sur tous les épisodes de Dubaï. Est-ce que je peux te poser quand même une dernière question? Quels sont, du coup, tes prochains projets, peut-être pour la suite, ta vision pour la suite par rapport à ta vie perso, ta vie pro, c'est quoi? Du coup, pour SoCup, je lève un petit peu le pied parce que comme j'ai l'autre projet, Émancipatrice, où j'accompagne justement les entrepreneurs, spécifiquement les e-commerçants
et puis d'autres types d'entrepreneurs à justement développer leur marque, etc., avec l'expertise et l'expérience que j'ai. Et du coup, j'ai envie de beaucoup plus développer ça parce que j'adore. J'aime trop faire ça. J'aime trop voir les évolutions des marques avant et après l'accompagnement, etc. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai levé le pied un peu sur SoCup. Et il y a une personne de l'équipe qui a eu justement une belle promotion et qui a repris le relais sur quasiment 80% du travail que moi, je faisais. Donc là, on est un peu en transition sur tout ça. Et voilà, donc je garde la partie recherche et développement de produits parce que j'adore. J'aime trop trouver les produits à lancer, etc., les tests, etc. Et puis après, pour quasiment tout le reste, c'est délégué. Et après, la stratégie marketing, c'est aussi, je suis encore présente. Et l'idée, c'est vraiment de plus développer la partie émancipatrice, accompagnement des entrepreneurs, etc. Parce que je trouve que je suis vraiment dans ma zone de génie, là. J'aime bien, je kiffe. Et puis en plus, tu as une très belle expérience qui te permet d'avoir un bon regard sur la chose. Ouais, c'est clair. Trop bien. Voilà. Et écoute, trop chouette d'en savoir plus sur toi, sur tes projets. Trop belle transition. Et je pense que c'est une transition aussi qui fait partie de ces transitions, je sais pas comment dire, mais tu sais, un peu réelles. Tu vois, ça semble pas tout. J'ai appuyé sur un bouton et incroyable. Tu sais, genre voilà. C'est une vraie transition. Tu viens d'un métier qui était difficile où t'avais pas du tout les codes de l'entrepreneuriat et t'as réussi à te créer vraiment quelque chose de dingue. Donc franchement, félicitations pour ça. Thank you. On a 3 petites questions rituelles dans le podcast. Première question. Quel était ton rêve de petite fille? Alors là. Non. Attends. Non mais mon rêve de petite fille. Je pense que vraiment c'était en fait je pense que je décrivais pas ou je l'imaginais pas, j'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais en fait je pense que j'ai toujours voulu être libre de faire ce que j'ai envie de faire quand je veux, etc. Et ça, depuis que je suis petite, j'ai ce truc en fait de me dire mais pourquoi on doit faire ça comme ça, etc. Je me posais tout le temps des questions sur des choses que je trouvais par exemple pas forcément logiques, etc. Donc je pense que j'ai eu cette soif de liberté depuis longtemps, mais j'ai jamais eu un rêve. Par exemple, quand les gens me demandaient qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, voilà, même dans les classes quand on était en CP, CE1, voilà, il y avait plein de nanas qui disaient je vais être vétérinaire, médecin, pilote, etc. Et moi à chaque fois quand c'était mon tour, j'étais un peu stressée parce que je savais pas quoi répondre. Et en fait, je pense que maintenant, avec le recul, j'avais juste envie de dire, mais je veux juste kiffer ma vie, quoi. Je veux être libre et puis basta. Voilà. Donc, c'est vrai que, j'avais pas en tout cas un métier ou un truc où je me disais, il faut que je fasse ça, il faut que je sois ça. Très clair. Est-ce que tu as un mantra qui te guide dans la vie? Ouais, c'est une phrase que je répète souvent sur les réseaux. C'est une citation d'Albert Einstein qui est vraiment, moi, quand je l'ai lu la première fois, ça m'a fait un électrochoc. Et du coup, c'est Albert Einstein te dit, la folie, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on puisse arriver à un résultat différent. J'adore. Et je kiffe. Et c'est vrai que c'est moi, quoi. En fait, je me dis à chaque fois, quand je suis pas contente de quelque chose, est-ce que c'est pas parce que je répète des schémas, en fait? Et à un moment donné, qu'est-ce que je fais pour que ça change pour moi? Et c'est vrai que la première fois que j'ai lu cette phrase, c'est là où, par exemple, mon boulot, je me disais, oh, j'en ai marre, etc. On n'a pas de moyens. Et en fait, j'arrêtais pas de me plaindre. J'étais devenue la collègue aigrie. Et du coup, je tombe sur ce truc et je dis, en fait, soit je continue, je passe ma vie à me plaindre. Ah, c'est pas gentil, le boss, il a fait ci, il a fait ça, etc. Et je suis pas contente. Ou soit, à un moment donné, je prends ma vie en main et je fais les choses, quoi. Et je fais les choses différemment. Tout à fait. Parce que c'est ça aussi. Beaucoup de gens se plaignent de leur vie, ils sont pas contents, mais ils répètent tout le temps la même chose. Absolument. Voilà. Donc, faut faire quelque chose de différent si on veut quelque chose de différent. J'adore. Donc, je kiffe cette citation. Ouais, franchement, j'adore. Dernière question, c'est quoi pour toi être la locomotive de ta vie? Ah, très belle question. Du coup, si on prend le principe d'une locomotive, c'est ce qui va donner l'énergie au train. Donc, je pense que être la locomotive de ma vie, c'est toujours garder cette énergie pour faire les choses. Et être dans l'action, parce que c'est ce qui m'a apporté le plus de résultats. Quand j'étais en train de méditer, penser ici, et que je passais pas à l'action ou que j'avais des doutes, j'avais pas de résultats. Et à partir du moment où j'ai cette énergie, je passe à l'action, et c'est le moteur de ma vie en fait, tout simplement. Et je pense que ça fait un beau parallèle avec la locomotive. Mais très beau parallèle. Oui. J'étais forte en philo. Hein, voilà. Ouais, franchement, pas mal du tout. En tout cas, check, valide. Voilà. Merci infiniment, Socona. Merci à toi, c'était un plaisir. Oui, rapide, pour moi aussi. Bref, mais rapide, bref et intense. Ils vont pas comprendre. Les épisodes de Dubaï, c'est pas du tout comme d'habitude, tout va bien. Est-ce que tu peux regarder cette caméra et faire un dernier petit mot pour toutes les personnes qui regardent sur YouTube?
Bah écoutez, ça a été un plaisir d'échanger mon parcours avec vous tous et puis pensez à liker, partager, tout ça. Et vraiment, si vous devez retenir qu'une seule chose de cet échange, c'est vraiment que la folie, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on puisse arriver à un résultat différent. Et je vous invite vraiment à être responsable de votre vie et faire les choses que vous avez envie de faire pour avoir la vie que vous méritez, parce que vous méritez la vie que vous voulez, tout simplement. Voilà. Exactement. Merci à tous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cet épisode et à vous abonner à la chaîne. Salut, bye bye. Ciao. Sokona.